Bonjour Christian, bienvenue dans le podcast Le miracle de ton Odyssée. Christian, aujourd'hui, c'est une conversation cœur à cœur que j'ai envie d'avoir avec toi aujourd'hui, dans une simplicité, mais surtout dans l'humanité de qui tu es. Christian est un homme qui a un bagage extraordinaire, ancien banquier, économiste, mais surtout qui est passionné de l'humain. Et le sujet de l'heure qui va être aujourd'hui, qui est un expert en relation avec l'argent. On va parler d'argent aujourd'hui et essayer de démystifier certains tabous, certains pièges peut-être à travers la relation avec l'argent. Mais je vous présente ici aujourd'hui Christian Junot. Merci et bienvenue d'être là. Merci Hélène. Merci beaucoup de ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec toi et tous ceux et celles qui nous écouteront. Yes, merci, merci infiniment. Christian, tu le nommes dans toute ta présentation, ancien banquier de Suisse, t'as rencontré différents portefeuilles, différentes situations. Et aujourd'hui, avec la sensibilité dans laquelle que tu as développé par la suite à travers ton chemin, tu as découvert en fait que, il y a des espaces autant de manque que d'abondance, mais tout ça, il y a une niche à travers ça et il y a des sources à travers ça. Puis j'ai envie qu'on puisse parler de certaines souches qui, pour moi, ont plein de sens. Et tu dis tout le temps que la relation à l'argent est une projection de ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Oui, alors c'est vrai que ce thème pour moi est particulièrement intéressant du fait que nous, les êtres humains, pour la majorité des êtres humains, n'arrivons pas à voir l'argent pour ce qu'il est et ce à quoi il sert. On voit l'argent pour une sorte de fantasme. Autrement dit, on donne un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Et ça, c'est vraiment le grand piège, tu vois. Ouais. On attend quelque chose de l'argent qui ne pourra jamais nous amener. Et si tu veux, voilà, tu n'attends pas d'un plombier qui te fasse une opération du cœur, tu vois, c'est un mauvais plan. Alors, en fait, c'est ce qu'on attend de l'argent. On attend quelque chose d'impossible pour lequel il n'a pas été créé. Et c'est vraiment ça qui fait que ce qui est vraiment intéressant dans l'idée de donner un pouvoir, c'est que chaque fois qu'on donne un pouvoir à l'extérieur sans en être conscient, c'est une partie de notre propre pouvoir, une partie de notre propre pouvoir qu'on a délaissé pour le coller à l'extérieur, en l'occurrence sur l'argent. Donc, l'idée de mon travail, c'est d'aller reprendre ce pouvoir qu'on a donné à l'extérieur pour se le réapproprier. Oh, wow. Puis dans ce que tu nommes aujourd'hui, puis je me souviens que tu as nommé que pendant même ta carrière d'ancien banquier, tu vivais le manque, même si Mhm. justement l'argent était là, était présente, mais intérieurement, tu vivais le manque. Et j'aimerais que tu puisses nous en parler, le rapport que tu as fait en rapport à toi sur la découverte que quand tu as commencé justement à rapport à le pouvoir que tu as remis à l'extérieur, que tu as commencé à transformer cette situation-là. Tu as parlé d'un élément important qui est l'insécurité. Alors, Mhm. comment justement on reprend ce pouvoir-là puis qu'on transforme cette insécurité-là? Comment on peut euh, y mettre plus de clarté? Ok, alors il y a plusieurs choses dans ta question. Peut-être juste avant, c'est vraiment d'être capable de différencier que je n'avais pas de problème d'argent, ça j'en Oui, avais bien assez, oui, mais j'avais des problèmes avec l'argent. Tu vois la mhm, différence? tout à fait. Et la différence, elle est vraiment importante parce que même mes clients multimillionnaires avaient des problèmes avec l'argent alors qu'ils en avaient en quantité, tu vois. Enfin, pas tous, mais en tout cas une partie d'entre eux. Donc ça pour dire que c'est vraiment important de faire cette distinction déjà au départ. Et effectivement, j'ai fait la rencontre de Peter Koenig en 2006 et lui a mis des mots sur ce que je vivais depuis des dizaines d'années, autrement dit que je courais après l'argent, autrement dit que je voulais plus d'argent sans avoir pris conscience que c'était de la sécurité que je cherchais à travers l'argent, puisque on revient à l'intérieur, intérieurement j'étais insécure, tu vois. Donc le fait d'être insécure, c'est inconfortable, donc on recherche une sécurité, mais plutôt que d'aller la construire en soi, si on n'est pas conscient, on va la chercher à l'extérieur, sur un emploi de salarié. Alors, peut-être pas au Québec, mais en France, c'est beaucoup je vais travailler pour l'État parce qu'on ne licencie jamais personne, tu vois. On va Mhm, chercher des sortes de béquilles à l'extérieur. Et une béquille, je ne sais pas si vous dites ça, une béquille, vous dites ça au Québec? mhm, Oui. mhm. Par définition, c'est pas très stable, tu vois. Et au Exact. fond, grâce à Peter Koenig, j'ai pris conscience que mon problème n'était pas l'argent, mon problème était mon insécurité Mhm. et que j'ai eu effectivement commencé à la reconstruire. Mais je crois déjà qu'elle est déjà plus présente qu'on l'imagine si on arrive à aller à des niveaux un peu plus profonds en nous. C'est-à-dire qu'il souvent, on est limité au premier niveau, et ces premiers niveaux qui sont les fruits du mental, tu vois, des histoires qu'on se raconte, tu vois, des histoires, et les pensées, elles sont plus axées sur la peur qu'elles sont axées sur la confiance.
Donc, si tu veux, c'est comme si ces premiers niveaux faisaient que on restait à cet endroit de peur, mais si on arrivait à aller à un endroit plus profond qu'on peut faire à travers la méditation ou d'autres choses, il y a un endroit au fond de nous où c'est calme, où tout est calme, tout est tranquille. Au moment donné où les pensées, quelque part, sont moins présentes, il y a quelque chose qui est beaucoup plus tranquille et paisible. Donc déjà, savoir qu'il y a cet endroit-là qui existe, mais simplement, ça demande de la pratique pour y aller, et puis d'être capable de voir et d'être conscient quand on est dans l'agitation mentale, de ne pas laisser l'agitation mentale prendre le dessus et d'être capable d'aller un peu plus profond. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je trouve, moi, ce qui m'a bien aidé aussi pour pouvoir trouver ma sécurité, c'est de m'autoriser à faire des choses où je sortais de ma zone de connu, ma zone de référence. Mhm. On appelle ça zone de confort, mais au fond, la plupart du temps, elle n'est pas si confortable que ça. Il y a quand même de la peur derrière, mais c'est du connu, c'est de la référence. On sait où on met les pieds, on sait ce qu'on fait, on fait tout le même travail, on a toujours des habitudes qu'on prend, mais qui fait qu'on ne va pas en dehors de cette zone-là. Et c'est en dehors de cette zone-là qu'il y a vraiment, je dirais, les possibilités de voir qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on imagine, que souvent les scénarios qu'on se raconte sont bien pires que la réalité. Et plus on est capable de faire des pas qui sont forcément, pas forcément des pas de géant, hein, mais c'est ce qui compte, c'est plus la régularité des pas qu'on fait en dehors de cette zone, plus on agrandit notre zone de jeu, et plus finalement ça crée de la confiance en soi et aussi de l'estime de soi dans notre capacité à, finalement, on se rend compte qu'on est un peu plus, ouais, encore une fois, un peu plus capable et on a un regard sur nous qui devient toujours plus positif, tu vois, parce qu'on on est capable de faire plus de choses, donc ça nous fait du bien de voir ça. Hmm. Merci de ce reflet-là, en fait, que l'argent est un pouvoir on a peut-être remis le pouvoir dans l'argent, puis que quand on revient à l'intérieur de soi, on voit en fait qu'est-ce qu'on a remis à travers l'extérieur qui finalement n'est rien à voir avec nous. Et je t'ai entendu nommer dans une des entrevues à TED, justement, la TEDx La Rochelle, que l'argent est seulement un bout de papier, c'est un outil, ça n'a pas ça n'a pas de mémoire en soi, puis ça n'a pas de pouvoir en soi, à moins que tu lui en remettes. Et tu parlais de projection. Tu parlais que, surtout, c'est comme dans ton livre que tu nommes, Ce que l'argent dit de vous. Tu sais, c'est vraiment dans cet aspect-là. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler plus sur comment les gens peuvent justement décoder ou commencer à faire leur chemin sur ce que l'argent dit de eux. Peut-être qu'on a remis un pouvoir, mais quoi d'autre qui peuvent avoir comme réflexion déjà en partant pour pouvoir justement enlever ce pouvoir-là qui a peut-être été remis à l'argent? Alors, si tu veux, la question en général qui aide, c'est, je dis, qu'est-ce que vous associez au mot argent? Pour vous, l'argent, c'est. Et puis, tu vois, là, on va dire l'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est la liberté, l'argent, c'est le confort de vie, l'argent, c'est la réussite, l'argent, c'est le bonheur. Donc, quelque part, on est en train de projeter quelque chose de positif sur l'argent. Et puis, d'autres vont dire l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est source de conflit. L'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde. Donc là, on projette toujours quelque chose sur l'argent, mais quelque chose de négatif, tu vois. Soit Oui. l'argent, c'est bien, l'argent, c'est pas bien. Parfois, il y a des mots un peu neutres, moyens, outils qui sont plutôt neutres. Mais souvent, on projette ou quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, ou les deux, et du positif et du négatif, qui fait un peu j'aime et j'aime pas l'argent, tu vois. Ou Mhm. je veux de l'argent et j'aime et je repousse l'argent en même temps. Oui. Donc, simplement, c'est vraiment la réponse à cette question et voir comment ça résonne pour vous quand je dis ça. Parce qu'effectivement, oui, j'ai aussi l'argent, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Beaucoup de femmes voient l'argent comme l'autonomie, l'indépendance Mm. aussi. Mais simplement, c'est vraiment chaque fois la même chose. C'est que si intérieurement j'étais libre, il n'y aurait pas de raison de projeter ma liberté sur l'argent puisqu'elle est présente. Comme je n'ai pas de raison de projeter ma sécurité sur l'argent, si ma sécurité est présente. Donc chaque fois qu'on projette quelque chose de positif, c'est une partie de nous qui n'est pas suffisamment habitée, qui n'est pas suffisamment complète à l'intérieur de nous et qu'il s'agit d'aller se reconnecter. Et quand on projette quelque chose de négatif sur l'argent, c'est une partie de nous qu'on rejette. Je ne veux pas de conflit dans ma vie, j'aime pas le conflit et je plaque l'idée du conflit, c'est l'argent le problème, tu vois. Et alors qu'au fond, comment je peux m'autoriser, moi, à être potentiellement vu comme une source de conflit juste parce que je me positionne dans ce qui est juste pour moi et de toute façon, nous n'avons pas le pouvoir de générer des conflits, il faut être deux pour ça, sauf si ce sont des conflits intérieurs, évidemment. Mais autrement, si tu veux, et au moment où je peux voir que, bah oui, je suis potentiellement, ce que je fais va peut-être générer du conflit, et alors c'est OK, tu vois, et je peux me redonner
c'est pas le pouvoir, c'est jamais l'objectif de générer du conflit, si je prends cet exemple-là. C'est juste être à l'aise à l'idée qu'il puisse y avoir du conflit. Mhm. Alors que si je rejette le conflit, je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas de conflit, je vais m'arranger, je vais être gentil, mais je crée des conflits intérieurs parce que je suis en bagarre avec moi-même, de ne pas oser me positionner, de ne pas oser dire ce que je veux pour pas générer de conflit. Ça crée du conflit intérieur. Donc, ce que je rejette, je l'attire. Donc, je rejette le conflit, mais le conflit est déjà là, mais en moi. Voilà, c'est un peu long, mais je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, tout à fait. Donc, s'il y a un conflit intérieur, il va se projeter sur, en fait, la raison de l'argent, mais en fait, le conflit n'est pas sur l'argent, mais il est simplement à l'intérieur de soi. Donc, ce qui va se projeter Ouais. va être l'argent crée le conflit, mais en fait, si on revient dans ce que tu nommes, c'est que tout se passe à l'intérieur de soi, c'est juste une projection. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour voir quelle est déjà la source du conflit intérieur qui se projette par le fait qu'on le voit dans l'argent, mais que dans le fond, c'est pas ça du tout. Oui, et juste un complément, parce que ça, c'est quelque chose de très ancré, hein. Je viens de faire un Ouais, atelier en Belgique, à Bruxelles, et oui, j'ai dit qui pense que l'argent crée du conflit? Et oui. sur les 35, ils étaient au moins 10 à lever la main, ou 10 ou 15, tu vois. Mhm. Je leur ai dit, bon, OK, imaginons effectivement que dans un divorce, les deux personnes se bagarrent pour une question d'argent. Oui. Imaginons qu'on remplace l'argent puis qu'on mette un vase de Chine à la place. Est-ce que vous diriez que le vase de Chine est une source de conflit? Que c'est à cause de ce putain de vase de Chine qu'on a un conflit? Eh ben, Personne ne dira ça, tu vois. ouais, Alors, c'est intéressant de dire, alors, si le vase n'a rien à voir, n'est ouais, pas la cause, pourquoi l'argent serait la cause? C'est juste des personnes qui choisissent de se mettre en conflit pour un intermédiaire, qui est le vase, qui est l'argent, qui est la garde des enfants, mais ce n'est pas l'intermédiaire qui est la cause. exact. Et j'ai envie que tu fasses du pouce sur un sujet qui est super intéressant, qui est le donner-recevoir, tu sais, parce que l'argent, tu sais, les femmes, les hommes, tu sais, dans le travail, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des montants d'argent à nommer, de assumer, je donne, je reçois. Et souvent, moi, ce que je peux voir à travers les personnes que je rencontre sont super, tu sais, généreux dans le donner, dans le faire, dans l'accomplissement. Mais quand vient le temps de recevoir, quand vient le temps d'affirmer, d'assumer un coût, un montant et de recevoir à partir de cet espace-là, ça l'amène un inconfort énorme. J'aimerais que tu puisses nous en parler là-dessus. Oui, oui, c'est vraiment une grande problématique que je rencontre beaucoup. C'est-à-dire que, au fond, et je sais pas, je sais pas si c'est la clientèle que tu as, mais moi, j'ai beaucoup de personnes qui aujourd'hui font un deuxième ou un troisième métier qu'une activité de cœur. Quand Oui. on fait une activité de cœur, il y a de la facilité, on aime ce qu'on fait, c'est assez fluide en général. Et puis, on a l'impression que juste faire ce qu'on fait, on reçoit déjà beaucoup. Tu vois? Alors, c'est comme si c'était déjà assez de recevoir ça, d'aimer ce qu'on fait, et que comme il y a une croyance qui est comme très dure, que l'argent se mérite contre une forme de souffrance, je mets des guillemets sur le mot souffrance, en tout cas de la pénibilité, de la dureté, etc., c'est compliqué de recevoir de l'argent en disant, mais j'ai pas souffert, c'était facile pour moi. Donc, on a tendance à penser qu'on ne mérite pas l'argent parce qu'il n'y a pas eu assez de pénibilité dans mon activité. Donc, ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que, en fait, suivant les métiers, moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans les métiers d'accompagnement, que ce soit Mhm. des thérapeutes et des coachs qui viennent me voir. Et souvent aussi, ils ont quand même un petit peu le syndrome du sauveur. Mhm. Un peu plus, en tout cas, plus que de la victime ou du bourreau, je dirais. Oui. Et de ce fait-là, si tu veux, s'occuper de gens qui vont pas bien, tu vois, c'est difficile pour eux d'imaginer recevoir encore de leur part. Ils vont déjà pas bien. Si en plus ils doivent me donner de l'argent, enfin, tu vois, on se fait un cirque. Alors qu'au fond, moi, je suis allé voir beaucoup de thérapeutes et j'ai du plaisir à payer une séance quand j'ai reçu quelque chose de qualité. Et je dis souvent, mais les changements possibles qu'on peut avoir à travers une thérapie, du coaching, enfin, d'être mieux dans ses baskets, d'avoir des meilleures relations, la valeur que ça a, c'est largement au-delà du prix qu'on va payer. Et ne l'oublions pas. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de pourquoi moi je ne mériterais pas, et vraiment se poser la question, et pourquoi je ne mériterais pas, parce que souvent il y a des histoires qu'on se raconte, tu vois, qu'on pense qu'on n'est pas assez ici, pas assez bien, pas assez expérimenté, pas assez, voilà. Il y a toujours un pas assez qui est du manque, hein, quelque part, de soi à soi, qui fait quelque part on ne souffre pas à l'idée de l'abondance. Et pour moi, la vie, par définition, c'est de l'abondance, mais de l'abondance de toutes sortes de choses, pas seulement de l'argent, mais y compris l'argent. Et quand tu dis pas assez dans cet espace-là, euh, comment les gens peuvent aller justement renourrir ou aller commencer à avoir justement les sources qui les amènent à se sentir pas assez? Mhm.
Oui, alors c'est vraiment important ce que tu dis là parce que malgré tout, et malheureusement, il n'y en a passablement ces personnes-là. C'est ce que j'appelle moi l'esprit de manque, pas opposition à l'esprit d'abondance, tu vois. Ou je pense qu'au Québec, vous avez la même expression, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, tu vois, qui est quand même juste un, où c'est que je mets mon focus quelque part. Et que quand même beaucoup de personnes mettent le focus sur le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon. Euh, donc, euh, donc, ce qui pose effectivement un problème et qui a comme une facilité à voir tout ce que nous ne sommes pas assez, nous n'avons pas, plutôt que ce qui est déjà là. Donc souvent, ça vient d'histoires de notre enfance, hein. Très souvent, ça vient quand même des choses de notre enfance, un manque affectif, un manque de présence, voilà, peut-être des personnes qui ont été favorisées par rapport à d'autres. Enfin, bon, il y a toutes sortes de raisons. Alors, on va évidemment pas changer le passé, mais en tout cas, on peut choisir de construire une autre histoire et ne pas attendre quelque chose de l'extérieur. Ça commence de soi à soi. Si on attend de l'extérieur qu'on nous dise qu'on est bien, je l'ai fait pendant une dizaine d'années, tu sais. Attendre qu'on me dise que je suis quelqu'un de bien, parce que je n'arrivais pas à me voir comme quelqu'un de bien moi-même, hein, moi qui avais un gros esprit de manque et grosse peur de manquer. Donc, tu vois, je m'adaptais aux autres pour qu'on puisse dire que je suis quelqu'un de bien. Mais finalement, j'ai eu à apprendre à me voir comme quelqu'un de bien, donc autrement dit, d'avoir une sorte de tranquillité d'esprit par rapport à moi-même, pas dans le sens que je suis sans défaut, c'est pas ça la question, c'est juste que je suis bien tel que je suis, tu vois, vraiment, voilà, pourquoi je devrais être autrement que je suis là maintenant. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le mieux que j'étais capable de faire. Si j'ai pu faire mieux que ça, je l'aurais fait, évidemment. Mais j'ai pas été capable de mieux, puis ce mieux, il est déjà très bien. Donc, on a vraiment changé de regard et je crois que c'est Wayne Dyer qui avait cette citation que je trouve très puissante. Il disait, apprenez à voir tout ce que vous êtes déjà et tout ce que vous avez déjà. C'est la première chose à faire pour sortir d'un esprit de manque. Tu Mm. vois? Donc, autrement dit, moi, je dis souvent, je fais souvent faire un exercice aux personnes, de dire, vous allez noter vos richesses intérieures. Richesses intérieures, c'est tout votre savoir-être et votre savoir-faire. Et Mm. dans le savoir-faire, ça peut être autant de ce qu'on a développé dans des hobbies, dans notre activité professionnelle, en tant que parent, enfin, etc. Et puis dans le savoir-être, ça peut être la générosité, ça peut être l'empathie, enfin, toutes ces qualités qu'on peut avoir et qui sont précieuses. Et je leur dis, mais vous arrêtez pas avant 30, mais idéalement même 50. Et vraiment, tu vois, on est en train de mettre le focus sur tout ce que nous sommes déjà. C'est important parce que tout ce que nous sommes déjà, on ne va pas nous le prendre. On ne peut pas nous le prendre. On peut avoir de l'argent puis que notre argent foute le camp, mais ce que nous sommes déjà, on ne va pas nous le prendre. Ce sont des capacités, du savoir-faire. Alors, le savoir-faire, ça se perd des fois un petit peu si on ne l'utilise pas, mais malgré tout, c'est déjà, ça a beaucoup de richesse, si tu veux. Et c'est déjà, tu vois, mettre le focus plus sur l'esprit d'abondance que l'esprit de manque. Mais c'est un chemin, c'est vraiment un chemin Oui. qui n'est jamais terminé, vraiment, je tiens à dire. Oui, puis je souligne, c'est vraiment un chemin, c'est un processus, c'est vraiment une découverte de soi à travers le chemin et de voir si tu aurais trois clés à partager, en fait, trois possibilités de suggestions qui pourraient aider les gens déjà dans leur processus de réflexion sur les personnes, parce que, tu sais, les gens sont intuitifs, les gens sont sensibles, il y a des espaces de manque, de pas assez. Et pour commencer à transformer justement cette relation à l'argent-là, de défocuser sur l'argent pour revenir à soi. Ça serait trois possibilités de pistes de réflexion. Je sais que tu en donnes énormément dans ton livre, puis je suggère vraiment, c'est ce que l'argent dit de vous. Interrogez votre relation à l'argent pour une vie plus sereine. Et tu le dis dès le départ dans le livre, vous pensez qu'on va parler d'argent puis de finances, mais on revient vraiment à soi sur différentes thématiques, au retour à soi, au retour à son bagage familial, au retour à ses plafonds de verre, au retour à justement la co-création, co-créer, co-réaliser, ne pas rester toute seule non plus à travers le chemin. Et j'aurais envie que tu puisses nous partager, selon ce qui te vient dans l'instant, avec des personnes sensibles, avec des personnes justement intuitives, quelles seraient les clés, trois clés qui pourraient les aider à déjà commencer leur chemin avant même d'avoir commencé à lire ton livre ou d'aller vers tes références qui pourraient être aidantes aussi pour eux. Mhm. Alors, écoute, la première chose qui me vient, c'est comment est-ce que je peux apprendre à aimer l'argent? Mhm. Et juste d'entendre ça, je suis sûr que certains, ça va les choquer, hein, déjà. Comment est-ce que je peux aimer l'argent? Mon mentor Peter Koenig disait, on ne peut pas avoir une relation saine avec l'argent si on n'aime pas l'argent. De la même Mhm. manière que, tu vois, si je n'aime pas quelqu'un, ça va être difficile d'avoir une bonne relation avec quelqu'un. Donc, comment je peux apprendre à aimer l'argent? Mais juste pour la petite histoire, moi, que j'ai entendu ça pour la première fois, il y a tout qui s'est crispé à l'intérieur de moi parce que j'ai fait une confusion.
J'imaginais Harpagon dans l'Avare de Molière. J'imaginais Picsou, tu vois, Picsou et dans les, voilà, dans je sais plus comment ça s'appelle, les bandes dessinées de Kim, c'est égal. Et puis, quelque part, je dis non, non, mais ces personnes-là n'aiment pas l'argent. Ils ont tellement peur de perdre l'argent que quand on a peur de perdre, on n'aime pas. On est Mhm. juste basé sur la peur. Quand il a peur, c'est pas de l'amour. On peut pas être aux deux endroits en même temps. Tu vois, c'est comme si je suis en couple depuis très longtemps, que si j'ai peur de perdre mon épouse, je vais m'accrocher à elle. C'est pas de l'amour, ça, si tu veux, c'est de la peur. Alors qu'au contraire, si tu veux, c'est le juste détachement qui permet d'aimer la chose. Alors la chose, je ne parle pas d'une personne, mais en l'occurrence l'argent, pour ce qui nous permet de faire, à quel point c'est pratique et tout, de revenir à ce à quoi l'argent est utile, si tu veux, hein. Ça, Oui, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est vraiment important d'apprendre à s'observer un peu plus dès qu'il s'agit des questions d'argent. Parce oui. qu'au fond, ce qui manque souvent, c'est de la conscience de nos comportements avec l'argent. Et on a chaque jour, on a des moments où on a affaire à l'argent. En tout cas, ce serait dès on va dans un magasin, qu'on va au restaurant, qu'on va faire des courses alimentaires, des achats alimentaires, qu'on reçoit une facture, qu'on parle d'argent avec un de nos enfants ou en couple, c'est égal, enfin, voilà, ou au travail. Donc, on a affaire tous les jours à l'argent et c'est vraiment de voir est-ce que c'est fluide, à quel moment je me retiens de dire les choses, de faire les choses. Moi, pendant longtemps, pour moi, je m'achetais des choses bon marché parce que alors que j'avais les moyens, juste parce que c'était une manière du peu de valeur que je me donnais. Tu vois, je faisais passer le prix avant mon désir ou mon choix. Tu vois, dès le moment où il y a un certain prix, j'éliminais tout de suite, c'est pas pour moi. Hmm. Donc, comment je peux peut-être commencer à sortir de là, me dire plutôt, y compris au restaurant, hein, je regardais la colonne du prix avant de regarder à quoi ça correspondait, tu vois. Donc, Oui. comment je peux commencer à faire l'inverse et voir qu'est-ce qui me ferait plaisir. Et après, on peut voir effectivement est-ce que c'est raisonnable ou pas, mais commencer par chercher le plaisir, ce qui ferait vraiment envie, si tu veux, plutôt que mettre l'argent en numéro un. Wow. Parce qu'encore une fois, ça parle aussi de notre relation de nous à nous, tu vois. Et à un moment donné, ben non, aujourd'hui, j'ai envie d'acheter alors, j'ai la chance d'avoir les moyens financiers aussi, évidemment, mais d'acheter de la nourriture de qualité passe encore une manière de m'aimer que de me nourrir de choses de qualité. Hmm. Alors que si je donne le prix avant, c'est comme si, encore une fois, mon argent était prioritaire à moi, ce qui est quand même bizarre comme genre de relation. Oui. Et puis peut-être la troisième chose, alors bon, même si j'en parle dans le livre, mais quand même déjà un peu s'interroger sur de quelle histoire familiale je viens. Est-ce que l'histoire familiale, il y avait de l'expansion? Au contraire, il y avait de la restriction? Est-ce que les femmes étaient encouragées à se déployer ou plutôt à se sacrifier pour les autres? Voilà, essayez de voir un peu quelles étaient l'histoire d'argent. Est-ce qu'il y avait de l'aisance financière? Au contraire, plutôt de la pauvreté? De voir de quelle histoire je viens et qu'est-ce que peut-être aujourd'hui me coince, autrement dit que je dis me coince, en quoi je suis loyal à quelque chose de l'histoire et je suis loyal alors que ça ne m'aide pas, ça ne me soutient pas. Parce Hmm. que ça permettra après de commencer à se détacher de ça. On peut être loyal à des choses. Moi, je peux être loyal, par exemple, à l'honnêteté de mon père, qui est un formidable commercial, mais je ne suis pas loyal à ces deux faillites. Je n'ai aucune envie de faire comme lui, ni aux faillites de mon frère, ni à celui de mon oncle, de mon grand-père. Je veux absolument pas être loyal. Je suis déloyal au fait de payer le prix, mais je peux être loyal à leur intégrité, à leurs valeurs, tu vois. Plutôt que de tout prendre, on va pouvoir commencer à faire le tri. Et ça va déjà commencer à faire un premier pas vers une nouvelle autorisation à autre chose, peut-être que ce à quoi j'étais comme inconsciemment aspiré à faire, tu vois. Oui, puis c'était tellement des pistes intéressantes de ce que tu es en train de nommer, puis tu sais, même le temps que tu parles, tu sais, il y a des choses qui pop up pour moi dans ma vie, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as nommé dans la première étape, c'est-à-dire, tu peux pas cohabiter avec la peur puis la joie en même temps, tu sais. Il y a Mhm. vraiment une séparation à faire, puis c'est ce que tu nommes aussi à travers le chemin, c'est de répartir, de séparer, de pas tout mettre dans le même panier, en fait, et de voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui l'est pas qui fait que il y a aussi, tu parles de ressenti, tu parles de qu'est-ce que ça nous fait ressentir aussi, de dire qu'est-ce que ça représente et tout ce ressenti-là, tu sais, les femmes que je parle souvent, les gens qui sont dans ma communauté, ils ont cette sensibilité-là et souvent c'est en pris comme des nœuds et de commencer à déconstruire, à prendre conscience et de s'interroger qu'est-ce qui se passe en soi quand on nomme ou quand on interagit ou quand on revoit des mémoires en lien avec notre famille. Je trouve ça magnifique de pouvoir être guidé dans ça.
par la piste que tu viens de donner. Merci infiniment, Christian, à travers ce chemin-là. Peut-être juste un complément, merci pour ce que tu Oui, partages. Un complément qui est important, justement, du fait que ces personnes que tu accompagnes ont un beau ressenti et c'est une oui, super qualité. Moi, pendant longtemps, j'étais extrêmement bloqué dans mon ressenti et je ne ressentais pas la peur alors qu'elle était là, si tu veux. Donc, oui, simplement, ce que je veux dire par là, c'est que ressentir comment la peur se manifeste ou à quel endroit elle se manifeste chez moi. Moi, je sais que c'est le ventre qui est noué, par exemple. On parle de la peur au ventre, hein, comme expression d'ailleurs. Mais chez moi, c'est vraiment ça. Et mhm, si tu veux, de connaître les signaux de peur, c'est précieux, parce que ça permet justement de s'arrêter, puis de dire, ouh là là, il y a quelque chose qui est crispé en moi, et je pourrais peut-être prendre un temps pour essayer de voir ce qui est en jeu et dénouer ça. Parce que moi, pendant très longtemps, si tu veux, la peur a été le moteur de mes actions oui. sans que je sois conscient. Et c'est là Hmm. le problème. Le problème, c'est pas d'avoir peur, mais c'est humain d'avoir peur, mais de pas être conscient qu'on a peur et qu'on agit à partir de la peur. La qualité de nos actions, elle est forcément très moyenne, pour pas dire médiocre. Exact. Puis ça a un impact direct dans sa capacité à recevoir aussi à travers cet espace-là parce que c'est motivé par la peur. Parce que tu Oui, parles souvent de nos actions. En fait, c'est que toute personne a des talents, a des capacités et que toi, tu as envie de partager justement ce vent de changement-là, de se déployer, que chaque personne peut se déployer dans le monde à travers qui ils sont dans leur unicité, mais c'est aussi à partir de leur cœur, puis à partir de l'espace d'amour à l'intérieur de soi. Donc, la peur est comme apaisée à ce moment-là si on est dans un message à partir d'un espace de cœur. oui. Et puis vraiment, ce que j'aimerais insister aussi, c'est que si tu veux, parce que beaucoup de personnes, les histoires d'argent et tout, ils n'aiment pas trop, mais je dis, attendez, c'est important de mettre les choses dans le bon ordre. Oui. Quand on a une activité qu'on aime, ce qu'on a envie par-dessous tout, c'est de contribuer à quelque chose de positif, qui donne du sens. Et ça veut dire, focalisez-vous sur votre contribution. Essayez de contribuer le mieux possible. Mhm. Et effectivement, pour autant qu'on ait un petit peu débouché le tuyau du recevoir qui n'était pas très bon, l'argent sera une conséquence inévitable dès le moment où je suis prêt à recevoir. Mais si tu veux, très souvent, si on se focalise sur l'argent, ça part de la peur. Alors que si on se focalise sur la contribution, sur à quel changement on a envie d'accompagner, ça crée de la joie. Parce que là, on est dans la facilité, là, on est dans le flow, si tu veux, et là, c'est là que c'est bon. Et après, effectivement, possiblement, et peut-être souvent, je vois les personnes qui sont un peu coincées en disant, j'aime cette activité, mais j'aime pas le marketing, j'aime pas l'administratif, j'aime pas la comptabilité. Alors déjà, c'est important de se souvenir que ce qu'on fait autour de notre activité est au service de notre activité. Tu vois, moi, je relis toujours, je dis, OK, bon, aujourd'hui, j'ai une équipe qui fait beaucoup de choses pour moi. Si tu veux, j'ai la chance de pouvoir faire plus que ce que j'aime, là où je suis puissant, au détriment de choses que je sais faire. Mais c'est pas ma, je dirais, c'est pas là où je suis vraiment le meilleur. Donc, eux, j'ai attiré des personnes qui sont très bons dans ce qu'elles font et qui sont très contentes de faire ça pour moi. Et on est tous gagnants. Mais simplement, avant que je puisse faire ça, c'était aussi de me souvenir, me dire, mais c'est parce que je fais de l'administratif que ça me dégage mon esprit également, que je suis à jour avec ma comptabilité, autre chose, que je peux me focaliser sur ce que je fais. Alors que si je néglige tout ça et que dans un coin de ma tête, je sais que je devrais faire ça et c'est un poids, ça va avoir une incidence sur mon niveau d'énergie et sur mon business. Donc, chaque fois de relier, de dire, oui, je fais ça, ce n'est pas ma préférence, mais c'est ça qui m'aide à œuvrer, à contribuer encore plus. Donc, ça a du sens de le faire. Tu vois, c'est vraiment important de bien relier ça. Oui, fait que tu deviens un propre soutien envers toi-même Ouais. pour pouvoir te laisser de l'espace à créer dans quoi tu es justement dans ta puissance, dans ton génie, dans tes dons. Donc, merci de mettre en perspective, en fait, de justement d'être dans la perspective de sa joie, dans ses dons, dans ses capacités, dans la contribution dans le monde, dans ce qui est joyeux pour soi. Et puis ça, que ce soit entrepreneurial ou que ce soit dans sa vie de tous les jours, mais de focuser vraiment dans ce qui est l'aspect de joie. Puis l'argent vient avec cet espace-là parce que justement, il y a une ouverture à recevoir à partir de l'espace du cœur et d'amour. Tout à fait. C'est vraiment ça. Je peux pas dire autre chose que ça. C'est parfait. Merci. Maudit. Christian, il y a une dernière chose que j'aimerais que tu puisses nous partager. L'espace de manque, tu sais, on parle d'argent, on parle de relations d'argent, te poser des questions intéressantes pour que les gens, justement, puissent s'interroger. Mais il y a aussi une piste dans laquelle tu as déjà parlé d'enfants non désirés et que ça a créé une conséquence sur, justement, l'aspect de recevoir. Donc, ils sont dans le donner, ils sont dans le faire, ils sont dans attirer l'attention dans cet espace-là. J'aimerais que tu puisses nous éclairer davantage sur que les gens puissent avoir une réflexion sur cet aspect-là.
Oui, effectivement, c'est merci de la question parce que c'est vrai que quand Peter Koenig m'a parlé de ça pour la première fois, ça m'a surpris. Et au fond, je vois que c'est extrêmement puissant ce qu'il a apporté. Et après, je l'ai encore élargi du fait que moi-même, j'étais aussi non désiré. Donc, il y a deux manières d'être non désiré. Puis, j'insiste, non désiré ne veut pas dire ne pas avoir été aimé, hein. C'est Mhm. important de bien différencier les choses. Oui. Donc, il y a deux manières d'être non désiré, soit à la conception, un ou les deux parents ne désiraient pas d'enfant à ce moment-là. Mhm. Peut-être qu'on veut en avoir plus tard, mais c'était trop tôt. Peut-être qu'on est venu trop tôt après un frère ou une sœur avant nous, ou peut-être que trop tard, à un moment donné, il n'y a plus de désir d'enfant. Ça, Mhm. c'est une première chose. Mais il suffit qu'un des deux parents, en tout cas, n'ait pas envie. Et puis, la deuxième manière d'être non désiré, c'est que, qu'on soit désiré ou pas à la conception, c'est qu'au niveau du sexe, il y a un des deux parents, au moins, qui aurait aimé un enfant d'un autre sexe. Ça, c'était mon cas, effectivement, attendu, espéré comme une fille. Donc, en fonction de ça, si tu veux, et juste pour dire que dans mes ateliers, c'est à peu près les deux tiers des personnes qui sont touchées par ça. Ce n'est pas rare du tout. Mhm. C'est vraiment pas des exceptions, hein. En fait, ce qu'il y a, les comportements typiques de l'enfant non désiré, c'est, et ce qui est fascinant, c'est que même quand on ne le sait pas avec la tête, Mhm. on le sait à un autre niveau, Oui. parce que les comportements que je décris, les gens les ont, même s'ils découvrent ça comme moi à 45 ans peut-être, ou certains à 30, 40, à 60, ils ont ce comportement depuis tout le temps. Donc ça montre bien qu'à un autre niveau, on le sait. Mhm. Donc il y a la première chose, c'est puisque je ne suis pas désiré, je ne mérite pas la vie. Et ce sont des personnes qui ont tendance à en faire beaucoup. C'est comme s'il fallait prouver que je mérite cette vie-là, même si je n'ai pas été désiré. Il y a comme quelque chose à prouver, avoir le droit à l'existence, hein, en quelque sorte. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, ces personnes-là vont souvent être un bon fils, une bonne fille pour papa ou papa et maman, enfin, spécialement celui qui n'avait pas le désir ou de l'enfant ou de l'enfant de ce sexe-là, comme si on devait se racheter, tu vois, espérer un jour entendre quel bonheur que tu sois là, même si on ne voulait pas d'enfant ou même si tu étais pour moi un garçon. Ouais. On attend quelque chose. Alors, ça ne marche pas bien parce que plus on fait les choses en attendant quelque chose, moins on reçoit parce qu'on ne fait pas les choses gratuitement, tu vois. On fait les choses avec une attente. C'est pas gratuit, ça. Donc ça marche pas bien, mais moi, j'étais comme ça aussi. Et puis, peut-être la chose la plus importante, c'est que les enfants non désirés ont beaucoup de facilité à donner. Alors, à donner, c'est en termes de son temps, de conseils, de soutien. Alors, aussi, ça peut être donner son argent, soutenir financièrement. Alors, moi, c'était moins mon cas parce que le fait que j'ai peur de manquer, je gardais un peu mon argent. Mais également, même donner au niveau de la vie intime. On peut aussi être beaucoup ceux qui donnent beaucoup pour le partenaire et on a la difficulté à recevoir au niveau de la vie intime. Au niveau de l'argent, moi, c'était vraiment, je disais, je ne demandais jamais d'augmentation de salaire. Je disais textuellement, ils me donneront ce que je mérite, tu vois. Je Et- leur donnais le pouvoir de décider pour moi ce que je méritais, parce que comme je trouvais que je n'étais pas méritant, j'arrivais pas à négocier, tu vois, j'arrivais pas à me donner de la valeur. Et donc, j'étais moins bien payé que les autres, forcément, quand tu es comme ça. En tout cas, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, effectivement, on a de la peine à recevoir du soutien, du conseil. On pense qu'on doit se débrouiller tout seul, qu'on ne mérite pas de recevoir tout ça. Donc, le tuyau du recevoir est bien débouché, mais le tuyau du donner, par contre, est bien débouché. Et le tuyau du recevoir, par contre, est pas très bien ouvert. Exact. Et merci de nommer cette piste-là parce que pour moi, ça m'interpelle beaucoup. Ma mère voulait un garçon, je suis une fille. Donc, tu sais, Mhm. ça l'a beaucoup éveillé des choses à l'intérieur de moi quand j'ai entendu ça dans un de tes partages. Puis, si ça peut amener des pistes, justement, d'ouvrir à nos comportements, parce que tu parlais tantôt de commencer à s'observer dans nos comportements en relation avec l'argent, en relation avec le donner, en relation avec le devoir, avec le recevoir. Et ça peut amener aussi une piste de dire, ben, il y a une souche derrière ça et avec tout ce que tu as nommé aujourd'hui, de revenir à soi, de revenir à se valoriser, à se reconnaître, s'accorder de la valeur plutôt que d'attendre de le mériter, va commencer à transformer déjà l'aspect du canal, en fait, de rééquilibrer ce canal-là, d'ouvrir dans le recevoir aussi, comme le donner, parce que le donner ne s'effacera pas parce que tu t'ouvres au recevoir, c'est au contraire, il va devenir de plus en plus fluide. Ouais. Et vraiment, tu vois, dans les pistes pour changer ça, alors ça serait un peu long de tout développer, mais comme Oui, une première piste, c'est vraiment juste s'autoriser et le dire à haute voix, c'est je suis un cadeau de la vie. un cadeau de la Je vie. suis un cadeau de la vie, juste ça. Je peux te Oui. dire, à beaucoup de personnes, ça ne sort juste pas de la bouche, tu vois. Et souvent, je leur dis, mais faites ça même devant une photo de votre papa, de votre maman, en objet symbolique. Dans les ateliers, je prends des personnes qui représentent symboliquement un père et une mère. Je suis un cadeau de la vie. Puis après, on peut vraiment juste déjà s'asseoir avec ça, tu vois.
Et Ouais. puis après, on peut ajouter avec et sans rien faire. Donc le avec, pas de problème, mais le sans rien faire, c'est important. Parce que Mm. souvent, on pense qu'on doit faire pour être un cadeau de la vie. Non, je peux être un cadeau de la vie pour qui je suis, sans rien avoir à faire, à prouver, ou avec et sans rien avoir à montrer, à prouver, tu vois. On peut tester juste ça déjà, pour déjà sentir ce qui se passe. Ah oui, puis de le ressentir à l'intérieur de soi, puis respirer dans ça pour que justement ça Mm. puisse se dégager, pour que l'espace puisse se dégager à l'intérieur de soi. C'est tellement un beau cadeau, en fait, que tu nous offres, Christian, à travers cette piste-là et toute l'entrevue, en fait, qu'on vient de faire, les clés que tu nous as apportées, la piste aujourd'hui que tu nous as apportée. Je vous dis merci infiniment et je vous dis expérimenter. En fait, tous ceux qui nous écoutent, expérimenter ce que Christian vient de nous partager. Merci, Christian. Un mot de la fin pour pouvoir justement Ouais. euh, amener l'espoir à travers Oui. la relation à l'argent. Alors, déjà, juste par rapport à cadeau de la vie, si nous nous sommes incarnés sur Terre, c'est que nous sommes un cadeau de la vie. Oui. Pour moi, il y a pas d'exception possible. C'est que ce ne sont que des histoires qu'on se raconte qui pourraient nous empêcher de nous voir ça, déjà. Mais simplement, si tu veux, pour moi, l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer, d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Et je crois vraiment au plus profond de mon être que chacun a un diamant à l'intérieur de lui, une pépite qui demande qu'à rayonner à l'extérieur. Mm. Et nous avons tous cette chose unique à chacun. Et si tu veux, si nous nous autorisons pas à offrir cette chose unique, ben, le monde entier est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Tu vois, Mm. c'est comme si j'avais reçu quelque chose de particulier et puis je le garde pour moi parce que je n'ose pas. Non, non, sortons, montrons, rayonnons. C'est comme ça qu'on va faire bouger la société. Et ça demande effectivement, et c'est vraiment ceux qui réussissent en une qualité, c'est qu'ils agissent malgré la peur. Oui. Donc, ne laissez pas vos peurs vous restreindre, ne laissez pas vos peurs vous empêcher d'offrir ce meilleur au monde, parce que c'est comme ça que nous allons changer le monde tous ensemble, une personne après l'autre. Et vraiment, si des personnes te suivent, Hélène, je suis sûr qu'elles ont cette envie très forte de contribuer. Et voilà, et chaque jour, vraiment, disant chaque jour, on a un petit quelque chose à amener à ce monde-là, ne nous empêchons pas de le faire, en tout cas. Et puis, si vraiment l'argent est un frein, eh ben, occupez-vous de votre relation à l'argent avec n'importe qui, c'est égal, mais faites quelque chose. Ah oui, tellement. Puis, tu sais, l'aspect de sortir de l'orphelinat, en fait, d'être orphelin et de Hmm. s'ouvrir à soi-même pour être en contribution avec le monde parce qu'on est tous unis, on est une incarnation sur Terre, on est un cadeau. Alors, c'est un magnifique cadeau que tu nous offres aujourd'hui, Christian, avec tous tes mots, avec tes paroles qui sont justement dans une bienveillance, mais dans l'amour de l'humain, de ce cadeau que chacun de nous, on est à l'intérieur de nous. Et merci de nous avoir partagé le cadeau que tu es sur cette terre. Merci beaucoup. Alors moi, Merci, Hélène. suivez Christian. Je vais vous donner toutes les informations. Son livre qui est best-seller, en fait, Ce que l'argent dit de vous. C'est un trésor, c'est un pépite d'or qui a voulu, en fait, Christian, moi, ce que j'en ai compris, c'est que ce livre-là, tu as voulu l'amener à grande échelle pour que les gens puissent déjà commencer à transformer leur relation à l'argent au plus grand public possible. Donc, je vous le conseille vraiment. Je suis dedans depuis quelques mois et j'ai pas fini parce que ça se digère à petites bouchées. À travers ça, il y a des réflexions. C'est une pépite d'or, en fait, de livre. Et merci de l'avoir transmis, justement, pour que les gens puissent s'éveiller à cette relation-là. Et vous allez pouvoir le suivre aussi sur sa chaîne YouTube, dans son site web. Je vais tout vous donner les coordonnées. C'est un homme de cœur, c'est un homme humain qui nous a offert son cadeau de sa présence aujourd'hui et je t'en remercie infiniment. Ben, merci infiniment, Hélène, aussi. Ben, ce que tu vois chez moi, je ne suis que le miroir de ce qui est chez toi. Je te rappelle pour chacun d'entre nous également. Merci. 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 C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager
à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton autisme.